Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Live Talk, toujours en bonne compagnie. Et avant même de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, nous lâcher une note de 5 étoiles aussi sur Spotify, ça nous aide pas mal. Et si vous avez des idées aussi d'invités ou de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc aujourd'hui avec Alexis, Mathieu. Ouais. Comment tu vas? Les gens ne savent pas que c'est comment. Ah merde. Fallait pas le dire. Moi je m'en fous. Bah ça va et toi? Bah ouais, ça va. Parce que les gens ils pensent que c'est Alexis Valo. Oui, mais je sais. Oui, ok. Mais moi je connais les vrais bails, tu vois. Bah, ça va tranquillement. Hein. Bienvenue du coup, parce que t'es chez moi en fait, donc bienvenue. Ah ouais, on est chez toi, c'est vrai. C'est vrai. Je viens de réaliser. Il me dit salut, ça va alors qu'il est chez moi. Je fais une mise en scène, mec. Non, c'est très bien, c'est très pro. Et ça m'a fait bien rire parce que je me suis dit putain, mais ces podcasts, c'est cadré, c'est beau. Bah oui. C'est très beau. Et puis maintenant, il y a des scripts et tout. Hein. Je travaille un petit peu quand même. C'est fou. Ouais, c'est fou de se dire que tu travailles. Ce mec, il croit que je travaille pas. En fait, il croit qu'il travaille plus que moi. Mais par contre, c'est vrai qu'il travaille énormément. Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je travaille beaucoup, mais du coup, je ne m'enrichis pas. Mais en fait, c'est par plaisir, tu vois. C'est clairement par plaisir. Par passion, tu vois. Voilà, c'est indispensable. Donc on va décomposer justement ce podcast en deux grandes parties. Une partie vraiment sur les compléments alimentaires d'un point de vue spécifique et après une deuxième partie plus générale sur l'entrepreneuriat. Donc j'ai pas mal de questions que d'ailleurs je connais une grande partie des réponses, mais il y a des trucs que je sais pas encore. Okay. Donc je vais commencer direct. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc Alexis il est cofondateur de la marque Broadway, marque de compléments alimentaires française avec avec toute une éthique derrière, une DA aussi assez particulière et tout. Tu nous en diras plus dans tous les cas tout à l'heure. Et moi je voulais d'abord te poser une question, c'est est-ce que les compléments alimentaires sont vraiment indispensables dans les sports de force notamment? Dans les sports de force, c'est indispensable. J'imagine que tu prends de la créatine du moins. Sans créatine, c'est plus compliqué de performer. 50% de mes performances. Peut-être pas autant, mais. Et encore. Mais déjà, en fait, les sports de force, c'est vraiment un truc ultra spécifique. Il y a beaucoup de sports et même dans tous les sports, dès que tu entends le mot performance, je pense que la complémentation est indispensable parce que tu as besoin finalement de jouer sur les macros et les micronutriments que tu peux retrouver via l'alimentation, mais par exemple la créatine tu la retrouves très difficilement dans la viande rouge, mais il faut s'en taper quoi, et c'est un peu compliqué. Donc ouais, les sports de force, créatine pour moi c'est un indispensable, et forcément si tu veux exceller ou du moins t'améliorer sur certains mouvements, être performant tout simplement, ouais c'est indispensable. Ok, ouais. Et je sais pas si tu as une autre question par rapport à quel type de complément, ou si tu veux que j'y réponde. Ouais, justement, ma deuxième question c'est selon toi, par exemple, moi je veux avoir, je fais ma première commande sur Broadway, qu'est-ce que tu me conseilles de prendre si je fais de la force? Si tu fais de la force. Bah écoute, on a parlé de la créatine. Ouais. Déjà créatine, après tu as le choix entre créapure et monohydrate. Là je te conseillerais de partir plutôt sur quelque chose, de choisir suivant ton budget. Les deux sont à peu près kiff-kiff d'un point de vue qualité. Peut-être on en parlera tout à l'heure avec les labels. Mais déjà créatine, pour moi le ZMB avec de la mélatonine aussi est super important. Pourquoi? Parce que quand tu fais de la force en compétition, t'as des échéances, et généralement le jour, la nuit avant la compétition, t'es un peu stressé, tu ressasses un peu ce qui va se passer, etc. Et donc tu peux faire des nuits qui sont un peu compliquées. Alors ça dépend des gens bien sûr, mais voilà, je conseille de prendre au moins une voire deux gélules de ZMB mélatonine la nuit qui est avant la compète, histoire de bien dormir, d'éviter de stresser et d'être en forme le lendemain pour la compétition quoi. Ok, donc créatine, ZMB. Ouais, pourquoi pas du zinc aussi. Ok. Le zinc, ça te permet en fait d'avoir un niveau de testostérone qui est un minimum élevé. Et plus t'as de testo, forcément plus t'es à même à créer du muscle, à être fort, etc.
Justement, il y a une relation avec le zinc et les taux de testo. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? En fait, scientifiquement, ce qui est dit, c'est que une personne qui a moins de testo, une personne qui est carencée en zinc aura moins de testo directement. Donc, il n'y a pas forcément de corrélation entre le fait de prendre du zinc va te permettre d'augmenter ta testo, mais au moins, si tu prends du zinc, tu n'auras pas de risque de carence, donc tu n'auras pas de risque de baisse de testo. Et puis tu le ressens finalement. Moi, quand je me sens vraiment fatigué, je prends du zinc, et alors peut-être que c'est placebo, je peux pas le savoir, mais au moins sur 2 semaines, et en fait directement après, je sens que j'ai un peu plus de libido, je sens que je suis mieux à l'entraînement, et je sens que je suis moins fatigué dans la vie de tous les jours. Ouais, moi j'avais justement lu un truc récemment là, qui avait une corrélation avec la production de sperme, je crois, et le zinc, qui était directement lié chez les hommes en tout cas. Ouais, carrément. Je te parlais de libido, c'est ça, c'est carrément ça. Sinon, collagène pour les articulations, pour les tendons. Je sais que dans le street lifting, notamment au niveau des coudes, ça bombarde pas mal. Donc ça peut être intéressant de se supplémenter en collagène, glycine. En fait, tous les compléments qui sont liés de près ou de loin à l'amélioration ou la réduction de différentes blessures, quoi. Ok. Donc si je devais en garder 3, ça serait ceux-là en fait. En fait, j'aime pas, dire ça. J'aime pas dire ça parce qu'en fait, la complémentation, elle doit être unique. En fait, chaque personne doit avoir des besoins différents. Du coup, si quelqu'un a besoin d'oméga 3 ou quoi que ce soit, je vais pas lui dire de lui prendre du collagène, de la créatine et du zinc. Donc après, tu peux faire une globalité et te dire, ok, pour les sports de force, la créatine, de toute façon, c'est un must-have. Le collagène, ça peut t'aider. Et le zinc aussi, d'un point de vue testo. Et derrière, après, faire en sorte que certains objectifs se rallient à des compléments. Moi, c'est plus comme ça que je vois le complément. C'est pas tout le monde prend la même chose. C'est ok, j'ai besoin de telle ou telle chose. Quels compléments vont pallier ces besoins-là, tu vois. Ok. Très bien. Justement, alors là, c'est si tu devais faire peut-être un top 3 des compléments essentiels, mais genre tout sport confondu, enfin plutôt muscu, mais ça serait quoi? Est-ce que ça serait ceux qu'on a cités précédemment ou il y en aurait des différents en plus ou à la place? Si on parle juste performance, ce serait ceux qu'on a cités. Si on parle d'un point de vue santé, parce que tu sais, moi je fais beaucoup de musculation, mais plutôt d'un point de vue santé et pas forcément d'un point de vue performance. Ça se voit, hein. Pas forcément d'un point de vue de performance, quoique tu vois, je me suis lancé dans le street curl et j'essaye d'avoir une barre la plus élevée possible, mais je fais pas de squat pour performer, je fais pas de bench pour performer, même si tu vois, j'essaye de grappiller petit à petit des poids sur ma barre. Mais si on parle plus d'un point de vue sport santé, moi je partirais plus sur un truc tradi, genre multivitamine, oméga 3, et pourquoi pas collagène aussi pour bien vieillir. Je garderai toujours la créatine dans tous les cas, même si c'est pas d'un point de vue performance, mais en fait, il y a des études américaines qui ont prouvé que d'un point de vue cognitif et cérébral, la créatine est importante. Et tout à l'heure, on parlait en off de ma grand-mère qui a atteint de la maladie d'Alzheimer. Et je pense que si elle avait pris de la créatine tout au long de sa vie, potentiellement, cette maladie serait déclarée un peu plus tard, ou elle aurait des conséquences un peu moins chiantes pour elle sur cette maladie-là. Donc, en fait, prends de la créatine et c'est tout, quoi. Ne te fais pas chier. Ok. On a parlé maintenant des compléments. Donc là, on parle de la marque Broadway. Ça part de quelle idée au départ? Et qu'est-ce que vous vouliez apporter de différent sur le marché? L'idée de départ, c'est que je me suis fait têche de Nutrimuscle, qui est un gros concurrent, quoi, un gros poisson dans le monde des compléments français. Je travaillais là-bas, je gérais l'influence, et les partenariats avec les clubs de sport, etc. Et l'idée de départ, c'est de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Je suis né dans le monde de la muscu, tu vois, ça fait... Moi, quand on a lancé Bordeaux, ça fait 3 ans, donc j'avais genre 28 ans, 27-28 ans. Et ça faisait peut-être 3 ans et demi que je travaillais pour Nutrimuscle, et avant ça, j'avais passé mon licence TAPS, j'avais fait une école de commerce dans le sport, donc j'avais baigné là-dedans. Et je me suis dit, mais putain, mais dans le milieu du sport, c'est compliqué de trouver un taf quand tu t'es fait virer du jour au lendemain. Et à une soirée de poker, en fait, il y a Avner, donc, qui était un des influenceurs de Nutrimuscle à la base. Il me dit, vas-y, j'en ai marre et tout, viens, on lance une marque.
Donc j'ai fait vas-y go, moi je connaissais tous les producteurs, les fournisseurs, etc., etc. Donc j'avais un peu en idée, enfin dans ma tête, tous les tenants et aboutissants de ce domaine d'activité. Donc on a lancé ça, sauf qu'on s'est dit on va lancer ça, mais on va pas lancer un truc style MyProtein, tu vois, faut qu'on se différencie un minimum. À cette époque-là, Nutrimuscle, c'est une des raisons pourquoi je me suis fait virer. Ils commençaient à remanier leur image de marque. De base, c'était une image de marque très go muscu avec l'ancien logo, les doubles biceps, etc., etc. Et ils commençaient à se dire il faut toucher un plus grand public, donc on va partir sur une image de marque un peu plus lisse, avec enlever tous les aspects du go muscu, un peu la mauvaise image qu'il y avait à l'époque du go muscu classique. Et donc je me suis dit go, on va lancer un truc où justement nous on focus avec une image de marque là-dedans, tu vois. Donc on a mis des statues sur nos packaging, on est allé un peu à contre-courant. Des dieux grecs. Ouais, des dieux grecs. On est allé un peu à contre-courant de ce qui se faisait parce que toutes les marques elles allaient plutôt vers du blanc, un truc assez pharmaceutique. Et nous on s'est dit les couilles de la pharmacie en fait, on veut avoir une image de marque vraiment, et que quand tu vois une statue grecque, tu penses à Broadway. Donc on a lancé ça, on s'est dit qu'on voulait être full transparent sur tout, donc c'est-à-dire on mettait les certificats d'année sur le site internet, on donnait les noms des fournisseurs, on a accès aussi à la date de l'achat des différents lots et la date de péremption, bon ça c'est normal. Et voilà, on a lancé ça avec 4 produits. Là on en a une vingtaine en 3 ans, donc c'est plutôt cool. Et c'est à peu près tout quoi. T'as déjà bien répondu à la question, donc tu vois, ça c'est un élément que j'avais pas moi, le fait de prendre le contre-pied, de se dire ok, Nutrimuscle, vous voulez plus vous focus là-dessus, nous par contre vas-y, en fait nous on va le faire à votre place quoi. Et là sache qu'ils ont fait marche arrière là, tu vois. Ah bon? Nutrimuscle dans leur communication maintenant, ils sont vraiment axés à fond sur muscu, tu vois. Ah ouais? Ils ont changé leur cap. Je les suis plus depuis que je suis chez Broadway. Mais il faut suivre Broadway, il n'y a pas besoin de suivre Nutrimuscle. Mais tu vois, ils ont fait machine arrière. Et en fait, tout ce que je disais moi de base quand je travaillais chez eux, je les ai vus les mettre les trucs petit à petit. Pré-shot les trucs en fait. J'ai pré-shot les trucs, mais bon, au final, en termes de chiffre d'affaires, ils sont largement devant et on peut pas forcément rivaliser quoi. Mais c'est cool de voir que ce que j'avais en tête de base, et ils l'ont impliqué derrière. Mais malgré tout, je me suis viré. Ça se trouve, ils ont pris les idées et puis ils ont dit vas-y, on tège. Non, parce qu'il y avait une espèce de bibi avec une autre personne dans la boîte qui justement avait, comme je te disais, l'image de marque voulait vraiment tout changer. Et elle aussi, elle s'est fait virer après, genre un an après, elle s'est fait virer. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont changé leur gap. Ok, ouais. Attends, tout ça pour ça quoi. Tant mieux, ça m'a permis de créer quelque chose. C'est un mal pour un bien. Donc c'est cool. Et comment se créer un complément alimentaire maintenant? Ça, c'est une question que moi-même je me posais. Tu m'as donné des éléments plusieurs fois en off et tout, par rapport justement à la formulation, au choix des ingrédients. Est-ce que vous faites des tests, des trucs? Est-ce que vous êtes accompagné aussi là-dessus? Vous le faites un petit peu solo? Comment ça se passe? T'inquiète. J'avais comme je te dis, tu vois, je travaillais chez Nutrimus, donc je savais à peu près ce qu'était. Enfin, je connaissais les noms des fournisseurs et je savais ce qui se faisait sur le marché parce que j'étais quand même averti. Et même si Nutrimus ne proposait pas tous les produits et toutes les formes de compléments, je connaissais les autres formes de compléments. NutriPure avait fait autre chose que Nutrimus sur certains produits. Et donc, quand on a lancé, en fait, je me suis dit, ok, il nous faut ça. Je vais contacter tel fournisseur et puis on va les faire. Donc, dans la formulation du produit, c'était pas un problème de base parce que c'était assez simple. Et puis maintenant, de toute façon, si tu veux lancer une boîte de compléments, tu regardes la formulation des produits de chaque boîte, tu compares et après tu fais à peu près ce que tu veux quoi. Là, par exemple, je vais te donner un exemple tout con. J'aimerais faire des électrolytes l'année prochaine, donc en 2026. Et quand tu compares les différents électrolytes avec les différentes boîtes qui existent, et t'as des proportions de magnésium, proportions de minéraux et d'électrolytes quoi, qui sont complètement différentes. Et t'as même chez certaines boîtes sur lesquelles en fait il y a du manganèse, il n'y a pas de manganèse. Le manganèse ça sert à rien dans les électrolytes. Il y a des glucides, il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de magnésium, il y a du magnésium. Tu vois, en fait ça change. Et quand tu connais à peu près le milieu, tu sais à peu près quel pourcentage de potassium il te faut, de sodium il te faut, de magnésium il te faut pour avoir un électrolyte au top, des électrolytes au top. Sauf que derrière,
tu as aussi le fait de, ok, mais si je mets des pourcentages ultra élevés de certains électrolytes, bah, le produit va me coûter plus cher. Donc soit je run sur mes marges, soit je fais un produit qui est plus cher et donc plus haut de gamme que les autres. Donc après, c'est des ajustements à faire comme ça. Et toi, justement, alors sur l'électrolyte, tu pars dans quelle optique? Alors, sans connaître le coût, je pars sur l'optique d'avoir les meilleurs taux d'électrolyte sur chaque truc, tu vois. De supprimer le manganèse, de mettre pourquoi pas un peu de glucides aussi dedans. Mais derrière, il faut connaître le coût, il faut voir à peu près, se dire, tu sais, tu peux faire un électrolyte super cher. Si derrière personne l'achète, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est des ajustements à faire, voir ce qui est faisable ou non, est-ce que le public est OK pour payer tel prix. Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais voilà, pour te répondre à cette question-là. Et sinon, la difficulté, c'était de trouver une usine. Parce que je pense que les 3/4 des boîtes n'ont pas d'usine en propre. Vraiment, comment on dit là, ils sous-traitent avec une usine extérieure. Et en fait, cette usine-là va permettre de à la fois mettre en pot donc les protéines, donc faire les mélanges avec le sucralose, les arômes et la protéine, et aussi mettre en gélule. Donc nous, en fait, on fait appel à différents fournisseurs qui sont partout en Europe et dans le monde. Par exemple, tu vois un multivitamine, on a 12 vitamines et 4 minéraux dedans. Et en fait, ça fait... j'allais dire 12 fournisseurs, enfin 12 plus 4 fournisseurs, c'est pas réellement vrai, mais il doit y avoir peut-être 6 à 8 fournisseurs différents qui nous envoient les différentes matières premières dans l'usine, et en fait l'usine après fait les mélanges et met en gélule. Ok, tu vois, moi ça c'est un truc que je savais pas. Moi je pensais que tu commandais multivitamines, ça venait d'un fournisseur. Non, pas forcément. Ça peut être le cas. Parce qu'il y a des gros fournisseurs, au niveau des vitamines, c'est le cas. Je pense que le multivitamine, tu dois avoir le magnésium et après toutes les vitamines doivent être faites chez le même fournisseur. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est le cas. Et après, chaque complément, généralement, j'ai un fournisseur par complément. Le zinc, un fournisseur, les oméga 3, un fournisseur, etc. Donc en gros, tu vois, tu as des fournisseurs un peu partout, tu mets tout dans ton usine, l'usine fait les mélanges, et après, tu envoies au client. Ok. Et très intéressant ça. Et justement, je te posais aussi la question, est-ce que tu fais tester à des athlètes, ton entourage? Tester les produits avant de les sortir? Ouais, c'est ça, ouais. Alors nous, on les fait... tout ce qui est zinc, etc., il n'y a pas forcément besoin de tester parce que c'est des formes, tu sais, le bisglycinate, c'est une forme qui est ultra assimilée, scientifiquement c'est prouvé que c'est assimilé, donc tout ce qui est minéraux et généralement les vitamines, on les teste pas forcément, c'est plus les recettes, les recettes de protéines. C'est genre le goût des trucs et tout. Ça on fait tester, il y a 2 de nos associés donc, qui testent ça, qui ont l'habitude et qui, je trouve, ont un bon palais, tu vois. Parce qu'à chaque fois qu'on sort des produits, je parle plutôt au niveau crème de riz et protéines, c'est assez bon. Pour les bars, c'est plutôt Avner qui va tester ça. Lui, il a plutôt un palais de Labrador. Donc les bars, c'est pas le truc le meilleur en termes de goût, tu vois. Personnellement, je trouve. Mais derrière aussi, c'est... Moi, perso, les bars, je les trouve hyper bonnes. Ah ouais? Les deux. Ouais. Écoute, sûrement un Doberman. Non, les goûts et les couleurs. Non, mais après aussi, il faut mettre en relation le goût et ce qu'il y a dedans. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce que nous, nos bars, on les a confectionnés pour qu'il y ait le moins d'additifs possible dedans et que ce soit des bars crus. Donc en fait, c'est pas cuit, quoi. C'est de la figue, des dattes, oléagineux et un peu de protéines dedans et c'est tout, quoi. Cacao, etc., etc. Et en fait, le seul additif qu'il y a, c'est dans le cacao. Donc c'est même pas nous qui rajoutons l'additif, c'est des petites perles de cacao et là-dedans il y a de la lécithine. Ok. Et justement, pour les bars aussi, c'est le même principe que pour les autres compléments. Vous recevez les trucs séparément et après il y a une usine qui fait. Là, c'est encore différent parce qu'en fait, on passe par un artisan. Ah ouais, purée, un artisan. Ouais, un artisan. D'accord. Là, tu vois, là, on est en rupture de la ration. Donc la ration, c'est une espèce de barre avec du collagène dedans. Et l'artisan, il était en vacances pendant 3 semaines, en août jusqu'à début septembre. Il s'en bat les couilles. Donc là, c'est un mec qui est où? Il est basé où? Il est basé en Espagne. En Espagne. Ouais. Ok. Et donc du coup, il fait. Il faudrait que j'aille voir comment il fait, mais à mon avis, il reçoit les dattes, les figues et tout. Il a des machines qui permettent de compacter, de malaxer, de faire les mélanges. Okay.
et après il met en pot. C'est pour ça que les étiquettes, c'est dégueulasse à voir. Ouais. C'est parce que lui, il doit avoir une machine qui met les étiquettes et il doit les faire à la main. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout industrialisé, c'est un vrai artisan. Ah putain, c'est fou ça. Et justement, enfin, tous les trucs qu'il reçoit, c'est vous qui commandez pour lui ou c'est lui qui commande directement? Pour la ration, on commande que le collagène. En fait, c'est notre collagène qu'on lui envoie. Ok, d'accord. Ouais. Et pour le reste, c'est lui qui commande. C'est lui qui gère les matières premières. Ouais. Ok, d'accord. Ok, très bien. Justement, alors moi j'ai vu un petit réel passer là qui m'avait fait rire sur la labellisation au niveau des compléments, Créapure, Epax, et je pense que tu pourras en citer d'autres. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Parce que tu avais l'air de dire que vous les mettez parce que on va dire c'est quand même une image de marque et tout, mais en vrai de vrai c'est un petit peu surcoté. Non, ça dépend les labels. Ça dépend les labels. En fait c'est comme tout, tu as des labels... En fait, de base, un label, c'est quoi? C'est pour montrer qu'il y a eu un processus différent d'un générique, tu vois. Sauf qu'au final, il y a des labels qui sont créés et qui sont finalement que des noms de marque, et le processus n'est pas réellement différent. C'est ça ce que je disais dans le réel. Okay. Et donc, et puis, par exemple, c'est pas Brodo qui parle, c'est moi, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Mais en gros... Créapure, c'est un label de qualité de base, parce qu'il y avait il y a des processus qui font en sorte que la créatine, tu es sûr d'avoir 99,9% de pureté, que le poids moléculaire c'est 200 mèches, et après il doit y avoir d'autres choses, mais je suis pas au courant. C'est fait en Allemagne, donc avec les législations allemandes, les normes allemandes, etc. etc. Au début, les 99,9% de pureté, il y avait qu'eux qui arrivaient à le faire. Tu vois. Okay, ouais. Et en fait, depuis quelques années, il y a des fabricants en Chine qui nous disent qu'ils arrivent à le faire aussi. Alors, derrière, c'est à toi de te dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Enfin, j'en sais rien, tu vois, je peux pas le savoir. Mais du coup, finalement, le label Créapure, il est ce qu'il est, c'est un bon label. Mais derrière, tu as d'autres petites... en fait, c'est de la R&D, quoi. Tu as des boîtes qui n'ont pas de label et qui arrivent à avoir ce taux de pureté aussi. Okay. Donc, c'est en fait, en gros, ce que tu dis, c'est que avant, en gros, ils avaient une longueur d'avance et tout, et que maintenant, finalement, ça s'est harmonisé et qu'il y a d'autres gens qui font la même chose. C'est ce que je pense. Okay. C'est ce que je pense. Après, j'ai pas le droit de le dire parce que Créapure peut me tège, mais. Ok. Voilà. Et Epax, t'en penses quoi? Epax, pour moi, c'est un bon label de qualité parce que ça garantit quoi, ça, Epax? Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. C'est le label me garantit quoi? Et là, en fait, Epax, il te garantit d'avoir un indice Totox minimum de 10, maximum de 10. Donc c'est l'oxydation? L'indice Totox, c'est le total d'oxydation des huiles. En Europe, t'as pas le droit de vendre un oméga 3 au-delà de 24 de Totox. Donc 10, c'est plutôt cool. Après, tu as des gammes différentes de produits. Donc, tu as des gammes qui vont de 1 à 4 de Totox, avec des taux de PA et de DHA qui sont plus ou moins élevés. Donc, après, c'est chaque fournisseur, enfin chaque marque, choisit la gamme qu'il veut, tu vois, avec un taux de PA DHA élevé, avec un indice Totox spécifique, etc. etc. Donc, en fait, Epax, c'est bien, ça te garantit que tu as un indice Totox au minimum, enfin plus petit que 10. Mais derrière, le taux de EPA DHA, il peut être dégueulasse, mais ça reste du Epax. Donc c'est à vous de faire aussi attention par rapport à ça, tu vois. Et de regarder quel est le bon indice Totox à avoir, quel est le bon taux de DHA, EPA à avoir. Et il y avait une histoire aussi avec les oméga 3 de vitamine D pour la conservation, il me semble, non? Ouais, qui améliorait la conservation, non? Ah oui, je vois de quoi tu parles, c'est la vitamine E. Ah. En gros, nous, dans nos oméga 3, on rajoute de la vitamine E. Polyphénol, je crois, je sais plus comment, non, je sais plus c'est quoi le nom scientifique, mais tu peux regarder sur la liste d'ingrédients des oméga 3, ça sera écrit. Et en fait, ça permet d'améliorer l'assimilation et de mieux garder l'huile. Il y avait deux trucs. Ok, d'accord. On rajoute aussi de l'extrait de romarin là-dedans. Et c'est pareil, c'est la même fonction. Et est-ce qu'il y a d'autres labels que vous utilisez, par exemple? Kiowa, par exemple, avec la citrulline. Ok. Kiowa, c'est un label japonais dans lequel en fait tous les acides aminés sont extraits à partir de végétaux. Donc c'est de la fermentation de végétaux et en fait ils te ressortent des acides aminés. Donc c'était
En fait, tu vois, par exemple, avec les BCAA, avant, il y avait, on disait que les BCAA étaient faits à partir de cheveux humains, des trucs comme ça, tu vois, en Chine. Donc, je sais pas si c'est. Moi aussi, j'avais entendu. Je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai. Je pense que c'est vraiment parti. Si c'est sorti, c'est que c'est vrai, je pense. Et du coup, Kiowa, en fait, propose des BCAA, donc leucine, isoleucine, valine, avec des extraits de végétaux. Donc, c'était à partir de ça qu'est créé le label Kiowa. Okay. Et donc, en fait, c'est toujours une garantie supplémentaire d'avoir un truc. De qualité et non des trucs chelous sortis du cul d'une vache, tiens, je sais pas quoi. Donc ouais, il y a Kiowa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur notre pré-workout, il y a Carnosine. Et ça, c'est le seul label, je pense, de qualité qu'on a qui est plutôt une marque qu'autre chose. Okay. C'est une marque américaine. Et pour moi, de la bêta-alanine, Carnosine ou non, on n'a pas forcément d'autres avantages. Mais par contre, tu vois, la bêta-alanine, c'est pareil, c'est un complément comme la créatine qu'il faudrait prendre tous les jours. Si tu veux avoir un effet tampon sur le lactate. Okay. Donc, en gros, faire des efforts plus longtemps, sans avoir les jambes qui te brûlent, les trucs comme ça. Nous, on met de la bêta-alanine dans le pré-workout, pas pour avoir cet effet-là, parce que le pré-workout, tu prends pas tous les jours, plutôt pour avoir un effet de picotement et un truc que ça stimule un peu. Tu dis, ok, je ressens l'effet, quoi. Ok. Et sinon, comme label. Sur la whey, vous en avez pas ça de label ? Non. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de label. Même le mot natif, et même pas un label en tant que tel, tu vois. Ça te permet juste de savoir que ta protéine, elle est issue du lait, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent mettre le mot. En fait, le mot natif, tu sais qu'une whey est native si tu as accès au certificat d'analyse. Parce que sur le certificat, il y a marqué qu'elle est native. Si il y a une marque qui te met que sa whey est native, mais que derrière il ne met pas le certificat, tu n'as aucune façon de savoir si c'est vrai ou non. Et si elle n'est pas native, pour rappel, ça peut venir de quel produit issu de... C'est issu des déchets fromagers. Voilà, c'est ça. Fromage. C'est bon à savoir. Donc si tu prends une protéine et que tu as du mal à la digérer, généralement c'est qu'elle n'est pas forcément native, quoi. Ouais. Ok. Ça on l'a dit, ça aussi on l'a dit. Je regarde juste le temps. Ouais. Donc on va passer justement à la deuxième partie, plus entrepreneuriat. Et ça me fait rire parce que je lui ai lu les questions en off tout à l'heure et quand tu t'es lancé dans Broadway, à quoi tu t'attendais financièrement ? Je m'attendais à être riche. Je vais être millionnaire, je vais rouler. Je me faisais des films de fou. Je me suis dit, là on va faire 1 million, 2 millions, 4 millions. Ça veut dire que si on fait 4 millions, allez, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 300 000, 500 000 euros de bénéfices. 500 000 euros de bénéfices, je déduis avec mes dividendes, enfin ma part, mes pourcentages. J'enlève les dividendes et tout. Je me dis, putain, c'est bon, je peux m'acheter une maison dans 2 ans. Pas du tout. Pas du tout, mec. Alors déjà, on n'est pas arrivé aux 4 millions. On a fait 1 million la deuxième année et cette année-là, on stagne. On va peut-être faire un petit peu moins, une chouille moins. Donc c'est plus compliqué que prévu parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Et surtout, les bénéfices, c'est que dalle. Parce qu'il y a beaucoup de charges. L'isola et la whey, ça coûte cher, mais du coup, on ne les vend pas cher, donc on fait très peu de marge. Donc, c'est ce que tu m'as souvent dit, ce genre de produit, c'est des produits d'appel, typiquement. Ouais, la protéine, c'est un produit d'appel, ouais. Okay. Alors, la protéine végétale, non, mais tout ce qui est whey, c'est produit d'appel. Ok. Si tu veux, tu vois l'isola, là, on la vend 47,95 actuellement. On l'achète 25,50. Donc, tu vois, on fait même pas x2. Et derrière, tu as tous les trucs à payer, les influenceurs, la pub. Donc, c'est... En marge brute, on doit être aux alentours des 20% sur du 900 grammes. Sauf que si tu prends du 2,7 kg, le prix est réduit aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a encore moins de marge. Et sur du 2,7 kg, franchement, en marge brute, on doit être à 5-6% grand max. Donc, c'est pour ça que c'est un produit d'appel. C'est bien, ça nous permet d'avoir des clients parce que les gens, ils cherchent ça. Ouais. Et à côté de ça, en fait, s'ils ajoutent un multivitamine, s'ils ajoutent une créatine, de la glycine, là, on fait de la marge là-dessus, tu vois. Parce que tu vois, moi, nous, en sport de force,
La whey, les trucs, c'est un truc qui est pas du tout utilisé en fait. Je m'en rends compte avec le temps que les mecs ils prennent pas ça en fait. Et même après, je me tiens moins au courant de ce qui se passe dans la muscu au sens large, le body et tout, mais j'ai l'impression aussi que c'est moins la mode, je sais pas si... peut-être que je suis totalement faussé, tous nos clients, franchement, tu regardes les paniers de nos clients, il y a forcément une whey dedans quasiment. Ok, ouais. Alors peut-être pas dans les sports de force. Parce que tu sais, je vois même moins de mecs en salle de sport avec leur shaker. Leur shaker à la fin de séance. Alors qu'avant, il y a 10, 15 ans, 20 ans... Oui, mais avant, t'avais la mode de la fenêtre anabolique. Ah, voilà. Et du coup, il fallait prendre ton shaker directement. Voilà, ouais. Là, t'as plus cette mode-là, ça a été débunké un peu, tu vois. Il vaut mieux attendre 20-30 minutes histoire que ton sang il redescende dans ton estomac et que tu puisses digérer le truc. Donc, je pense que ça joue. Ok. Je pense que ça joue. D'accord. De toute façon, tu vois, il y a des modes de fou dans le monde de la muscu. Hein. Bah oui. Et les gens, ils suivent. Hein. Il y avait l'ashwagandha il y a quelques mois, il y avait full mec qui prennent l'ashwagandha, Shilajit. Après c'est fini, ça s'effondre. Des pubs, ça j'en voyais, mais tout le temps. Ah, bah t'en vois plus. On a le meilleur Shilajit, genre 10 pubs qui passent à la suite. Pourquoi t'as pas fait de Shilajit, mec? Ça, attends, il y a deux choses. Déjà, c'est de la merde, donc j'en fais pas. Mais même si c'était bien, j'aurais pas pu le faire parce que on a besoin. Enfin, tu sais, c'est une gestion de trésor. Et en fait, on a très peu de trésor avec Broadway. Tout ce que, tu vois, en fait, on achète un produit, c'est énormément de trésor utilisé, on le revend, sauf que derrière, il y a un autre produit à remettre en stock. Donc, tu vois, c'est toujours la trésor fait ça, tu vois, tout le temps. Et c'est compliqué de sortir un nouveau produit. Et là, on a pu sortir des produits parce qu'on avait fait un prêt bancaire. Et en fait, on utilisait le prêt bancaire. T'as pas le droit d'acheter des stocks avec un prêt bancaire. Donc on utilisait le prêt bancaire pour payer les influenceurs, faire de la pub et tout, ce qui nous permettrait d'économiser et donc derrière acheter des nouveaux produits. Mais là, tu vois, si je veux sortir un produit maintenant, je peux pas sortir n'importe quel produit. Je peux sortir des produits qui nous coûtent pas forcément cher et qui marchent beaucoup, mais je pourrais pas ressortir une autre protéine, tu vois. Parce que la protéine, c'est énormément de trésor d'un coup pour avoir un minimum pour acheter les MOQ, donc les minimums de quantité. Ok, donc pour reprendre la question initiale, au début tu t'attendais à être beaucoup plus riche que tu n'es aujourd'hui. De toute façon c'est simple, j'ai le même train de vie qu'avant, que quand j'étais salarié, mais je gagne moins d'argent qu'avant. C'est beau. Bah non, c'est chiant. Et du coup je suis obligé de créer d'autres business à côté, tu vois. Enfin j'essaye de développer d'autres business. Justement, on va en parler après. Donc aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il est rentable de créer une marque de compléments alimentaires? Oui, c'est rentable. L'affaire est rentable. Mais c'est compliqué. C'est compliqué Enfin, c'est pas avec ça que tu vas devenir millionnaire, quoi. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de business au final. Pas forcément des business où tu vends du service, mais plus des business où tu as besoin de stock. Parce que mine de rien, quand tu as un business où tu as besoin de stock, tu dois payer une usine pour faire les mélanges. En tout cas, après, je sais pas si. Non, il y a peut-être des business où il n'y a pas besoin d'usine. Mais en tout cas, tu as l'entrepôt, tu as tous les frais liés à la livraison. Parce que tu penses que le client paye la livraison. Et en fait, sur la globalité des commandes, il y a certains. En fait, vu que tu offres la livraison pour beaucoup, sur la globalité des commandes, tu es censé être à peu près kiff-kiff, mais tu payes toujours un peu plus de livraison que ce que le client a payé. Après, tu as tous les frais de pub, etc. quoi, donc, c'est pas si simple que ça. Et c'est un business qui est ultra concurrentiel, donc c'est compliqué de se lancer là-dedans, quoi. Il faut. Toi, on le rappelle, tu avais déjà toutes les connaissances et tous les contacts aussi, quoi. Mais nous Bordeaux, ça a marché parce que j'avais pas mal d'influenceurs qui ont suivi dès le début. Hein. Sinon, compliqué. Hein. Il aurait fallu mettre des budgets faramineux de pub. Et je pense pas que là on serait mort, à mon avis. Tu nous en parlais rapidement. Les postes de dépenses les plus importants avec Bordeaux, c'est quoi? Achat des matières premières, premier poste de dépense. Oui, les matières premières, c'est la plus grosse de dépenses. Ensuite, je pense que c'est l'usine, la mise en pot. Je pense que c'est tout ce qui est travail de mise en pot, de packaging et tout. Et puis après, c'est l'entrepôt, entreposage. Ok. Ah ouais, donc en fait. Parce que pour l'instant, on met pas beaucoup de budget pub. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, notre budget pub, il est genre de 5 000 € par mois. Hmm. Donc c'est très peu. Vous vous rendez compte, 5 000 € par mois, là, les gens qui font des posts sponsors sur Insta avec 1 € de budget par jour. Bah ouais, mais les 5 000, c'est que dalle. Hein. Ouais, et ça fait combien par jour, ça? Ça fait... Bah, ça doit faire 150, je sais pas. Ouais. Je vais regarder. Ouais. Donc, et tu penses augmenter ce budget, du coup, en 2026? 166. Ah, j'aimerais bien. En fait, pour l'instant, j'ai plutôt une stratégie de... ça je sais. Je mets de la pub, je mets un petit budget, je regarde le ROAS et j'augmente le budget petit à petit tant que le ROAS il est bon. Ouais. Et dès que le ROAS il s'écroule, bah, je cut la pub. C'est pas la meilleure stratégie, mais voilà. En fait, à l'avenir, t'es en mode aussi un petit peu genre tu te gardes des leviers d'action pour plus tard. Enfin, en gros, tu te gardes des jokers. Tu fais pas tapis en fait sur les stratégies. Tu vois. C'est ça. Hein. Non, je suis assez calme là-dessus. Et en fait, ce que j'aimerais, tu vois, ça serait déjà avoir une base de données de clients un peu plus grosse. Là, on a à peu près 15 000 clients. Ok. En fait, je vois plus un business sur du très long terme que sur du court terme. Ok. Et donc, du coup, si toi tu fais tapis et que tu te baises, bah, t'as niqué tout ce que t'as fait en 2 ans. Donc, je me dis, autant y aller crescendo et que dans 10 ans, potentiellement, que ça porte réellement ses fruits, tu vois. Ouais. Que l'image de marque de Broadway, ça a vraiment établi. Et que là, on puisse recruter des gens, que certaines personnes, justement, taffent sur la pub à fond. Et qu'il y a vraiment un écosystème Broadway qui est créé et qui marche, tu vois. Ok. Après, ouais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Pas simple du tout. Surtout quand t'es une petite équipe. Ouais. Parce que là, on a délégué pour le SEO, donc qui a un autre levier que j'avais pas actionné l'année dernière. Erwan, si tu nous écoutes. Un breton. Toujours. J'ai délégué assez rapidement avec Noah la partie création de contenu. Je voulais un truc un peu plus pro, même si ça fait moins de vues qu'avant, parce qu'il faut le dire. Les trucs que je faisais tout seul, ça faisait plus de vues sur Insta. Mais c'était moins quali, tu vois, et je voulais vraiment avoir une image assez pro. Et donc, comment tu l'expliques ça d'ailleurs? Parce que y a pas que moi, c'est que on travaillait beaucoup avec les influenceurs, donc c'était plus les influenceurs qui faisaient moi qui faisais des vidéos. Et du coup, moi, on filme que moi, je suis pas connu, donc ça fait forcément, ça attire moins. Donc tu vois, il faudrait que je mette des budgets supplémentaires pour qu'on puisse se bouger de notre Bretagne, qu'on aille sur Paris, qu'on filme avec des influenceurs, des trucs comme ça. Mais encore une fois, c'est un budget supplémentaire et pour l'instant, on peut pas forcément le faire. Ok. Quand tu as commencé, il y avait quand même peut-être un petit peu moins de marques qu'aujourd'hui. Est-ce que tu considères que le marché là, il commence quand même à être un petit peu saturé? Et comment toi tu fais la différence à ce niveau-là? Parce que là, moi, en fait, je trouve pas qu'il y a plus de marques aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Ah, moi si. C'est juste que tu les connaissais pas les marques. Si, franchement, moi je trouve qu'il y a peut-être d'autres trucs. Tu vois, genre par exemple, j'allais à Leclerc l'autre fois, à Vannes, justement, et j'ai acheté les barres de Thibaut. Ouais. Bah, sa marque, ça fait pas très longtemps qu'il l'a créée. T'es un malade, toi. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 6 ans. Sérieux? Attends, mais les produits, il les a pas. D'ailleurs, ça, c'est pas un truc que t'aimerais faire à terme, les mettre dans les grandes surfaces? Mec, il faut que je recrute des gens là, parce qu'à un moment donné, je peux pas tout faire. Hein. À un moment donné, il faut recruter, ouais. Mais putain, j'ai trouvé ça génial, moi, de voir sa marque à Leclerc. Ouais, c'est stylé. Je m'y attendais pas. Carrefour. Ouais, Carrefour, excuse-moi. Carrefour. Ouais, c'est stylé. C'est stylé, mais il faut du monde pour gérer tout ça, quoi. Parce que, et puis même au niveau du réappro, notre problème, c'est que la gestion des stocks, il faut quelqu'un dessus. Tu vois. On a un mec, mais je le gère plus ou moins avec un mec, mais c'est pas simple. Et si je dois avoir une réappro des stocks sur plusieurs magasins, mec, je vais être perdu, moi. Ouais. Donc c'est encore un axe de développement, mais plus tard, t'inquiète. Il faut développer le truc avant, tu vois. Donc pour toi, tu penses qu'il y a encore la place aujourd'hui pour des nouvelles marques? Parce que, mec, en France, je trouve qu'il y a déjà trop de trucs. Ouais. En fait, pour moi, il y a
il y a la place pour des nouvelles marques si tu arrives à avoir un marketing spécifique. Ah ouais. Tu vois, là, il y a des gummies au safran là, qui sont passés sur M6 il y a pas longtemps. Là. Ah ouais. Et eux, mec, ils ont fait des millions de chiffres d'affaires parce qu'ils ont touché un public spécifique. Les mecs qui veulent du safran parce que ça leur fait mal aux articulations, des trucs comme ça. Et ils ont réussi à faire leur truc là-dessus. Donc oui, je pense que peu importe ce que tu fais, tu as toujours moyen, avec un bon marketing et une idée qui marche plus ou moins, de faire ton trou. Mais bon, à mon avis, ils avaient beaucoup d'argent dès le départ, ils ont sûrement fait appel à des investisseurs, pas nous. Et je pense par contre qu'il y a un marché qui va se créer. Tu vois, la ration, là, ce qu'on a fait, un mélange de bar, enfin tu sais, un peu gâteau. Je pense qu'il va y avoir vraiment un marché comme ça qui va se créer, qui va mélanger en fait les compléments de base avec des espèces de snacks, gâteaux plus ou moins, tu vois. Genre avec de la créatine, avec des trucs comme ça. À mon avis, tu vas avoir un nouveau marché comme ça qui. Et j'aimerais bien qu'on oriente là-dessus. D'accord. Ok. Alors ça, je m'attends à ta réponse, mais comment tu gères la concurrence justement, notamment avec les grandes marques inter, genre Prozis qui est portugais, je crois, hein, c'est ça, et MyProd qui est anglais. Bah, comment je gère? Comment ça se passe par rapport à ça? Enfin, toi, tu fais pas du tout gaffe à ça. Est-ce que des fois tu t'inspires d'eux? Est-ce que tes stratégies sont influencées par d'autres marques, ou tu fais ton truc et genre tu calcules pas trop ce qui se passe autour? Je fais mon truc. Ok. En fait, déjà les marques que je regarde, c'est pas Prozis, c'est pas MyProtein, c'est pas des trucs comme ça, tu vois. C'est plutôt NutriPure, Nutrimuscle. Ok. En France aujourd'hui, les grosses marques de compléments, c'est quoi globalement? Bah NutriPure. Ouais. Premier avant. Je pense qu'ils sont passés dans Nutrimuscle. Ok, d'accord. Nutrimuscle, peut-être Greenway qui est plus petit. En fait, si tu veux, en termes de chiffre d'affaires, c'est simple. Je vais te faire en gros, parce que je connais pas les chiffres. Nutrimuscle doit être aux alentours des 35-40 millions. NutriPure doit être pas loin, ou peut-être un peu devant, j'en sais rien, tu vois. Greenway doit faire genre entre 12 et 20. MyProtein, j'en sais rien, mais ils doivent être très hauts, mais c'est pas français. Et après, tu as plein de boîtes qui sont plus ou moins connues. Nutrienco, à mon avis, doit être bien placé maintenant. Alors, je peux pas te dire combien ils font, mais ils doivent être très bien placés. Ça, c'est international aussi. Ça. Nutrienco, je sais pas, je pense que c'est français. Hein. Ah ouais? Ok. Il y avait aussi la marque de Julien Venesson, Unae. Unae, ouais. Ouais, ça... je pense qu'ils doivent être aussi grands que nous. Hein. Ok. Ils doivent pas faire des milliers des cents, j'en sais rien, mais... Qui est très très axé santé, eux, pour le coup. Ouais. Et après, il y a la marque de Thibaut, globalement. Ouais, après Thibaut, ce qu'il faut savoir, c'est c'est pas sa marque. Ah oui. Enfin, si, c'est sa marque, mais alors, je vais pas dire de la merde, mais je pense qu'il est associé au groupe Fitness Boutique. Enfin, il en a déjà parlé. Ok, mais, d'accord. Okay. Et du coup, je sais pas comment il gère ça, si c'est une marque blanche, s'il a des parts là-dedans, s'il est juste, il lui donne juste un pourcentage, tu vois. Donc, j'en sais rien. Mais je connaîtrais pas leur chiffre d'affaires. C'était quoi ta question de base? Comment tu gères la concurrence? Mais t'as répondu, tu calcules pas. Bah, je calcule pas, oui et non. Je regarde quand même ce qui se fait, tu vois, les sorties de produits, etc. Mais en fait, nous, on est de base, on avait 4 produits il y a 2 ans, donc on était tellement en retard d'un point de vue catalogue produit qu'en fait, je m'en foutais de ce que faisaient les autres parce qu'il fallait qu'on sorte tous les compléments que les gens consomment. Tu vois, là, on n'a pas d'électrolytes, il faudrait qu'on sorte des électrolytes. On n'a pas de... Qu'est-ce qui nous manque? Un intra-workout, on n'en a pas. Donc, à la limite, il faudrait qu'on fasse ça. C'est à peu près tout. Tu vois, après, on a quand même bien développé la gamme. Et après, c'est à partir de là qu'on va pouvoir se dire, ok, là, on a... Bah écoute, on veut sortir un produit que les autres n'ont pas. On l'a fait avec le ZMB, avec la mélatonine dedans aussi, tu vois. On essaye de sortir des produits que d'autres n'ont pas et qui nous permettent de nous différencier aussi, un minimum. Ok. Est-ce que pour toi les réseaux sociaux ils ont été un levier en fait de développement pour Broadway? Bah oui, parce que sans les influenceurs dès la première année, sans réseaux sociaux, c'était compliqué de lancer le truc. Du coup, on a utilisé l'influence des ambassadeurs qu'on avait, donc via les réseaux sociaux, pour faire de la pub, parce que la première année on avait zéro budget de publicité. Donc on payait juste les influenceurs.
Donc ouais, ça a été un gros levier. Après, pour les réseaux propres de Broadway, un peu plus compliqué de développer le truc, tu vois. Je pense qu'il faudrait aussi une personne qui gère vraiment ça à fond et qui se dise, vas-y, bah là on crée tel ou tel contenu, tu sais, pour planifier le contenu à l'avance. Ça, on l'a pas encore. Un community manager, quoi, en gros. Ouais, voilà, tout simplement. Et Parce que là, en fait, aujourd'hui, pour que les gens sachent, tu fais beaucoup de trucs tout seul. ouais, bah c'est simple, on a Erwan au SEO, Noah qui gère la création, la création de vidéos. Ouais. Il gère pas l'Insta, quoi. On a un gars pour tout ce qui est achat des matières premières, tout, quoi. Et après, il y a Avner qui gère aussi certains produits comme les bars, qui crée les produits. Là, tu vois, il est en train de se pencher sur un shot au gingembre et avec de la chewing-gum dedans. Et après, je crois que c'est à peu près tout. Ok. Après, je suis là, quoi. Ok. Et en termes d'influenceurs, d'ailleurs, vous bossez avec qui en ce moment là? Bah, pas mal d'influenceurs, des influenceurs dans le street, beaucoup. Live Trainer, je sais pas si vous connaissez. Non. Actuellement, Baki, sinon Tango dans le Strong. On travaille avec la Fédé de Strongman aussi. Ok. Je savais pas. Kylian Hagan. Un mec qui s'appelle Infit. C'est un idiot, mais bon, c'est pas grave. Et plein de petits à droite à gauche, tu vois, il y a un mec qui fait pas mal de contenu un peu chrétien et muscu. Donc on travaille avec lui là depuis peu. Il y a Solid Mike, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, bien sûr. Qui va arriver là, septembre. Ah ouais? Ouais. Ok. Qu'on a recruté. Et c'est à peu près tout. Hein. Après, c'est plutôt des moyens petits influenceurs. Que des gros, quoi. D'accord. Gros, j'aimerais bien, mais ça coûte cher. C'est ça. Ouais. C'est des fixes du coup tous les mois avec les gros. Bah c'est simple, tu connais les plus gros, entre 4 et 8 000 € par mois, ils se tapent. De fixe. De fixe, ouais. Plus des... Et même il y en a qui plus. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui. C'est qui là aujourd'hui moi je suis curieux là. C'est qui les mecs qui gagnent vraiment de la thune à être partenariat avec des marques? Corona Gym. Corona Gym. Eux c'est quoi? Là je t'ai dit 8K, mais c'est plus. C'est Nutrimuscle. Ouais. 8K. Plus que 8K. Ouais. Waouh. Putain, on s'en rend pas compte. Ah non. Ah ouais, autant que ça. Bah derrière il rapporte énormément. Ah ouais. Pourrait. Ah ouais, tu vois, je m'en rends pas compte moi. Bah c'est simple, quand je travaillais là-bas, ils faisaient 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Allez, c'est peut-être beaucoup 100 000 €. Mais 70 000 € de chiffre d'affaires par mois ils faisaient. Et je pense que là ils sont plus que 100 000 € par mois. Waouh. Donc ok, il y a eux. Ouais. Après c'est les mecs les plus connus quoi. Pana il a fait beaucoup quand il y avait la hype du Power. Là je sais plus, je peux pas te dire les chiffres, je connais pas. Puis après je connais plus forcément les chiffres, mais oui c'est les plus gros quoi. Ok, d'accord. Ok, moi j'avais pas les chiffres, donc comme ça je connais un peu mieux. Comment tu vois Broadway dans 5 ans? Bah j'aimerais bien qu'on fasse au moins 4-5 millions d'euros par an, tu vois. En fait ça a été toujours mon objectif de me dire ok on arrive à 5 millions de chiffre d'affaires par an, okay. C'est cool. Donc il y a du taf, beaucoup de taf. Parce que mine de rien tu te dis 1 million c'est bien, mais 5 c'est pas assez proche. En fait c'est ultra loin. Oui voilà. C'est loin de fou. Mais c'est faisable, tu vois. En fait les gérants de Greenway c'est aussi mes potes. Et ils m'ont dit que pendant 6 ans, ils ont galéré, genre vraiment galéré de fou. Et la 7e année, enfin après ils faisaient à peu près les chiffres qu'on fait, tu vois. Au bout de 4-5 ans, ils faisaient les chiffres qu'on fait. Et là, depuis 1 an et demi, ils ont explosé. Okay. Et ils ont explosé parce qu'ils ont recruté un bon influenceur au bon moment, qui a fait exploser les ventes. Et voilà, donc c'est aussi la magie du truc, tu vois. Il y a un moment donné, tu prends une décision et c'est elle qui te fait exploser. Okay. Et j'aime bien le TikTok, il y avait un mec en anglais qui disait work. Il n'y a rien.
fail. Ok, d'accord. Donc travail, échoue, échoue, travail, boum. Ok. Et c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher et j'espère c'est beau, retenez. J'espère que dans 4-5 ans, on fera les 5 millions quoi, au minimum. Ok. On verra, hein, ça se trouve faillite. Hein. Est-ce que tu comptes à un moment donné t'exporter à l'international? Il y a Abner qui m'a appelé. J'ai eu rendez-vous avec une meuf pour Andorre. J'ai envie de partir à Andorre. Quel enfer. Mais moi non. Personnellement non parce que moi je suis bien en Bretagne tu vois. Non mais moi c'est pas ma question moi. C'est est-ce que au niveau de Broadway. C'est-à-dire que l'entreprise Broadway vende à l'international. Ouais. Grande inspiration. Moi ça me fait chier parce que. Ok, c'est pas un projet pour l'instant. En fait ça serait ultra stylé. Je t'avoue que ça serait très stylé parce que ça veut dire que ta boîte elle marche vraiment. Ouais. Et si on fait 5 millions, c'est pas assez pour se lancer à l'international je pense. Ok. Enfin quoique si tu recrutes des gens. Après je pense il faut plus avoir une mentalité et se dire ok je vais faire appel à des investisseurs. Ils vont mettre beaucoup d'argent dans la boîte et avec cet argent-là, je vais pouvoir développer d'autres marchés. Ok. Je pense que ça se fera plus comme ça. Écoute, si tu me dis qu'il se passe ça et que ah oui, mais qu'on développe à l'international. Mais actuellement, on est très loin de développer à l'international, hein. Très loin, parce que c'est beaucoup de taf. C'est surtout aussi avoir des usines peut-être ailleurs. Bah ouais, c'est ça. Parce que pour expédier, ce sera peut-être moins cher. Peut-être pas assez avec les usines actuelles, quoi. Ouais. Et puis ça veut dire plus de stock, enfin énormément de stock en plus. Chaque marché, je pense que tu dois avoir un stock par marché quasiment. Donc c'est beaucoup de taf. Hein. Ouais. Ok. On arrive justement un petit peu à la fin du podcast et moi j'aimerais te poser une question un peu plus perso. C'est donc tu as ton gros projet pro Broadway. Est-ce que tu as des autres projets parallèles à ça? J'ai toujours d'autres projets. Le mot 1000 projets. En fait, j'essaye des trucs. Donc tu vois, j'avais lancé une marque de t-shirts. J'ai réussi à la rentabiliser sans faire forcément beaucoup de bénéfices. J'ai arrêté parce que c'était chiant à faire. J'ai lancé des drapeaux que je continue toujours, mais c'est plus lié à la Bretagne, tu vois. Donc c'est pas forcément un marché qui est auquel il y a beaucoup de monde, quoi. Et maintenant, je me suis plus retourné sur. Je me suis dit, mec, j'ai une marque de compléments, je suis coach sportif. Il faut que je maxe là-dedans parce que c'est logique, quoi. Il faut que j'arrête de m'éparpiller. C'est bien. Et donc j'ai lancé un groupe de coaching. Donc c'est pas du coaching personnalisé, mais c'est plutôt tu rejoins une communauté. Tous les membres ont toutes les semaines une programmation spécifique, donc un mélange de muscu et de cardio. Et en fait, tu rejoins cette communauté-là donc avec un Telegram, donc tu peux parler avec les gens de sujets divers et variés, histoire de pouvoir t'élever aussi un peu mentalement. Derrière, je veux inclure un peu du business, c'est-à-dire faire prendre conscience aux gens dans le groupe que c'est bien d'essayer d'avoir des projets en plus de ton salariat si tu es salarié, parce que ça va te permettre de te libérer soit financièrement, soit d'un point de vue d'être libre, il n'y a pas un mec qui te dise quoi faire, de ne pas avoir un 8h, 18h à faire, mais de pouvoir gérer ta journée comme tu veux. Donc là, c'est plus vers ça que je m'oriente, tu vois. Là, actuellement, on est 18 dans le groupe. Et le but, c'est d'être une cinquantaine, soixantaine, ça serait cool. Et voilà, ça coûte pas si cher que ça. Je l'ai mis à 47 € par mois. On peut retrouver ça sur quoi? Sur le site web balèzebrace.com. Okay. Donc en fait, c'est lié aussi à tout ce que je fais aussi à côté sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, à côté de Broadway, je m'étais lancé sur les réseaux sociaux de base, sur TikTok, où je mettais en avant du contenu assez breton. Donc de la tradition, de la culture bretonne. C'est comme ça que je l'ai connu. Hein. Ouais. Et maintenant, tu fais un petit peu moins ça, je trouve. Hein. Ouais, j'ai arrêté parce que j'avais fait le tour. Enfin, moi, je suis plutôt il y a beaucoup d'influenceurs qui tous les ans se répètent, tu vois. Moi, c'est un truc qui me casse les couilles. Je l'ai déjà dit, flemme de redire tout le temps la même chose. Donc ouais, j'ai arrêté ce délire-là. Je suis plus passé justement, en fait, maintenant mes réseaux sociaux me permettent de mettre en avant le coaching, de donner des conseils, par rapport à la diète. J'aime bien aussi tout ce qui est lié au christianisme. Donc tu vois,
C'est un peu le groupe, c'est un peu un melting pot de tout ce que je suis et tout ce que j'essaye de faire véhiculer comme valeur. Ouais. Et donc on fait aussi pas mal d'événements, pour le moment en Bretagne. Donc en fait le but c'est d'avoir un groupe vraiment digitalisé de coaching qui te permet d'avoir des événements un peu à droite à gauche. Dans un premier temps en Bretagne, faire de la rando, faire des pélés, faire des circuits training tous ensemble. Je sais pas, aller visiter certains monuments. Tu vois, c'est assez global. Et faire en sorte qu'en fait, ça soit un groupe qui soit ultra soudé et qui s'aide à s'élever mentalement, spirituellement et surtout physiquement, tu vois. Ok, bah que des beaux projets que je suis de près. Ouais, c'est stylé. En tout cas, je trouve ça bien que tu te fixes, là que tu te recentres en fait. Genre là, ça y est, tu t'es retrouvé dans ce que tu voulais faire. Et pour le mot de la fin, ça serait, est-ce que tu as un conseil pour un mec qui voudrait se lancer demain à faire sa marque de compléments alimentaires? Arrête. Ouf. Non. Bah, en vrai, le conseil, c'est est-ce que tu as de l'argent de côté parce que ça va coûter vite cher. L'achat des matières premières tout simplement. Ouais. Donc il faut beaucoup d'argent pour lancer ce genre de business. Genre un petit tout dépend ce que tu veux réellement comme complément, mais en fait si tu prends pas de protéines. Starter pack, genre vraiment avoir un catalogue basique. Bah alors si tu veux, je te dis exactement le starter pack Broadway. C'était créatine, multivitamine, collagène, oméga 3 et on a vite sorti de la whey derrière. Et en gros, on a eu pour. On avait mis. Donc 70. On avait mis 110 000 euros d'apport pour acheter les matières premières. Voilà. Et donc, du coup, après, derrière, il y avait. On a fait un prêt bancaire de 75 000. En plus des 110 ? Ouais. Pour payer les influenceurs, le site, etc. Okay. Enfin, toutes les donc petites charges. Le prix d'une maison pour un lancement, quoi, en gros. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que après, c'est faisable, simple. Hein, mais... Et ça, c'est le starter pack Broadway. Oui, voilà. C'est-à-dire que si tu lances un produit, tu veux juste lancer de la créatine, bah là, forcément, en fait, tout est lié au MOQ, donc les quantités minimum que tu peux acheter, parce que tu es obligé d'acheter un minimum de quantité à chaque fois, sur chaque produit. Et si tu sors qu'un produit, bah forcément, c'est moins cher. Nous, c'est la whey qui nous a coûté assez cher au début, tu vois. Ok, super. Bah, merci beaucoup Alexis pour cette discussion bien intéressante. Moi j'ai appris pas mal de trucs. Donc encore une fois, si vous êtes arrivé jusqu'à ici, bah, lâchez un like, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Une petite note de 5 étoiles sur Spotify. Et Alexis, donc on peut te rejoindre sur quel site? Sur quel réseau plutôt? Alexis.blzh sur Insta, TikTok et YouTube. Ok, super. Bah, merci beaucoup mec. Plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.